Ma fille de 7 ans a joué avec un Bigfoot pendant 3 semaines avant que je ne le découvre. Et lorsque j'ai enfin compris ce qui se passait, j'ai réalisé que j'avais été témoin de l'une des rencontres les plus extraordinaires et les plus douces entre des humains et ces créatures mystérieuses. Laissez-moi vous raconter cette histoire depuis le début, car elle a complètement changé ce que je croyais savoir sur les êtres qui peuplent les forêts profondes des Appalaches. Je m'appelle Rebecca Torres, j'ai 38 ans et je vis avec ma famille dans une propriété rurale à la périphérie de Marlinton, en Virginie occidentale. Si vous connaissez la région, vous savez que Marlinton se trouve au cœur du comté de Pocahontas, entouré par certaines des forêts de feuillus les plus denses et les plus anciennes de l'Est des États-Unis. La forêt nationale de Monongahela s'étend sur des centaines de milliers d'hectares autour de nous, avec des arbres si vieux et si hauts qu'ils bloquent la majeure partie de la lumière du soleil, même par temps clair. La canopée y est si épaisse qu'entrer dans ces bois, c'est comme pénétrer dans un autre monde, un lieu primordial où le temps s'écoule différemment et où le monde moderne semble incroyablement lointain. Nous avons déménagé ici il y a 3 ans, à la recherche d'une vie plus tranquille, loin du chaos de Richmond. Mon mari, Marcus, est un architecte qui travaille en télétravail, ce qui lui permet d'avoir des horaires flexibles et de passer plus de temps avec notre famille. J'enseigne l'anglais au lycée de Marlinton, à une 20aine de minutes de route de notre maison, par des chemins de montagne sinueux qui traversent des forêts si denses qu'elles forment des tunnels de verdure au-dessus de nos têtes. Notre fille, Lily, venait d'avoir 7 ans lorsque les événements que je m'apprête à décrire ont commencé. C'était une enfant aux yeux vifs, avec des cheveux bruns bouclés qui ne restaient jamais en place, quelle que soit la coiffure que j'essayais de lui faire, et un rire qui pouvait remplir toute notre maison de chaleur. Notre propriété fait environ 3 hectares, avec la maison située dans une clairière entourée d'une forêt dense sur 3 côtés. Le 4e côté s'ouvre sur une prairie qui descend en pente douce vers un ruisseau, dont l'eau reste claire et froide, même pendant les mois les plus chauds de l'été. Nous avons un grand jardin où Lily aime jouer, mais nous avons toujours fixé des règles strictes. Elle ne doit jamais dépasser la lisière de la forêt toute seule. Les bois, ici, sont dangereux pour les enfants. Des ours noirs s'aventurent régulièrement sur notre terrain. Nous avons vu des lynx roux sur nos caméras de surveillance et il est incroyablement facile de se perdre parmi des arbres si denses et uniformes qu'ils se ressemblent tous. J'ai entendu des histoires de la part des habitants du coin, sur des chasseurs expérimentés qui se sont égarés dans ces bois et ont erré pendant des jours avant de retrouver leur chemin. La nature sauvage des Appalaches ne pardonne pas l'insouciance. Lily a toujours été une enfant imaginative. Elle avait des amis imaginaires quand elle était plus jeune, parlait à ses poupées comme si elles étaient réelles, inventait des histoires complexes sur des fées et des créatures magiques vivant dans notre jardin. Elle passait des heures à créer des mondes détaillés avec ses jouets, avec leurs propres histoires, leurs relations et des drames permanents dont elle me tenait au courant chaque soir avant de dormir. Alors, qu'en fin septembre 2024, elle a commencé à parler d'une nouvelle amie qu'elle avait rencontrée, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Les enfants de son âge se créent souvent des compagnons imaginaires et avec notre isolement, je comprenais qu'elle puisse se sentir seule et en manque de camarades de jeu de son âge. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un de très gentil aujourd'hui », a-t-elle dit au dîner un jeudi soir. Elle mangeait ses spaghettis, enroulant sa fourchette comme je le lui avais appris, ses petits pieds se balançant sous sa chaise, comme toujours, car elle n'était pas encore assez grande pour nos chaises de salle à manger, ses yeux pétillaient de cette excitation particulière qu'elle avait lorsqu'elle avait quelque chose d'important à partager. « Vraiment, ma chérie ?» ai-je répondu en lui souriant tout en passant la corbeille de pain à Marcus. « Et qui est ce quelqu'un ?»« Une grande dame poilue qui vit dans la forêt, » dit-elle nonchalamment, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Elle est très gentille,
On a joué près du Grand Chêne aujourd'hui. Elle m'a regardé construire une maison de fées avec des bâtons et des feuilles. Je me suis arrêté, mon verre d'eau à mi-chemin de mes lèvres, prêtant plus d'attention. La précision de sa description m'a prise au dépourvu. D'habitude, ses amis imaginaires étaient vagues et leurs caractéristiques changeaient d'un jour à l'autre. « Lily, dis-je doucement mais fermement, tu es allée au-delà de la lisière de la forêt. Tu sais que tu n'as pas le droit. On en a parlé de nombreuses fois. Je ne suis pas allé loin, maman, juste un petit peu, et elle était là, à me regarder de derrière un arbre. Au début, j'ai eu peur parce qu'elle est très très grande, beaucoup plus grande que papa. Mais après, elle m'a fait un signe de la main et je lui ai répondu et elle avait l'air contente. Elle a un joli sourire, même si c'est différent des sourires des gens. Marcus et moi avons échangé un regard inquiet par-dessus la table. Sa fourchette s'était immobilisée et je voyais l'inquiétude creuser les rides autour de ses yeux. Nous avions déménagé ici pour la paix et le calme, pour l'air frais et les grands espaces où notre fille pourrait grandir, connectée à la nature. La dernière chose à laquelle nous nous attendions, c'était que cette même nature présente des dangers que nous n'avions pas anticipés. « Lily !» dit Marcus de ce ton calme et raisonnable qu'il utilisait quand il essayait de ne pas l'alarmer. « Il n'y a pas de grande dame poilue dans la forêt. Tu inventes encore des histoires, comme avec la princesse Rayon de Lune l'été dernier. » Lily a froncé les sourcils, prenant cette expression déterminée qu'elle arbore quand elle sait qu'elle a raison. Sa mâchoire s'est crispée exactement de la même manière que la mienne quand je suis têtu, et je l'ai reconnue immédiatement. Elle a croisé ses petits bras sur sa poitrine. « Je n'invente rien », a-t-elle insisté. « Elle est réelle. Elle a des poils marrons foncés sur tout le corps comme un ours, mais elle marche sur deux jambes comme une personne et elle a de grands yeux doux. Ils sont marrons comme du chocolat et quand elle me regarde, je vois bien qu'elle réfléchit. Elle est intelligente, maman. Je le sens. » Mon cœur a raté un battement. Elle décrivait quelque chose qui ne correspondait à aucun animal que je connaissais dans ces bois. Les ours marchent à quatre pattes la plupart du temps. Rien d'autre n'était assez grand pour correspondre à sa description. « Lily, as-tu vu un ours ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable. « Chérie, les ours sont très dangereux. Si tu vois un ours, tu dois courir directement à la maison et nous le dire immédiatement. C'est très important. »« Ce n'est pas un ours, maman, » insista-t-elle, commençant à s'énerver. « Je sais à quoi ressemblent les ours. On a vu ces ours au zoo de Richmond. Tu te souviens? C'est différent. Elle se tient droite comme une personne et elle n'essaie pas de me faire de mal. C'est mon amie maintenant. Elle m'a fait un cadeau. » « Un cadeau ?» Marcus se pencha en avant, les sourcils haussés. « Quel genre de cadeau ?» Lily plongea la main dans la poche de sa salopette et en sortit un gland. Mais ce n'était pas n'importe quel gland. C'était le plus gros gland que j'ai jamais vu, parfaitement formé, avec sa cupule encore attachée. Et enroulée autour, il y avait une minuscule couronne d'herbes tressées, si délicate et complexe que je ne pouvais imaginer comment des doigts humains auraient pu la fabriquer, et encore moins les pattes maladroites d'un animal. « Elle m'a donné ça », dit Lily fièrement, le brandissant pour que nous le voyions. Elle a fait la petite couronne elle-même. Je l'ai regardée faire. Ses doigts sont très gros, mais elle a été très prudente. Je pris le gland de sa main, l'examinant de près. Le tressage était précis, intentionnel. Ce n'était pas quelque chose qui s'était produit accidentellement ou par un processus naturel. Quelqu'un ou quelque chose avait délibérément créé cette petite couronne et l'avait placée sur ce gland en guise de cadeau. « Où exactement as-tu vu cette amie ?» ai-je demandé, ma voix me semblant étrange à mes propres oreilles. « Près du grand chêne, celui avec la cicatrice de foudre. Elle se tient derrière et me regarde jouer. Aujourd'hui, elle s'est approchée parce que je n'avais plus peur. Elle sent la forêt, maman, comme les feuilles et la pluie et autre chose que je ne connais pas. » Nous avons passé le reste du dîner à essayer de comprendre ce qu'elle avait vraiment vu.
Peut-être un cerf de loin qu'elle avait mal interprété à cause de son imagination fertile. Peut-être un randonneur aux vêtements étranges qui passait par la forêt. Mais Lily a maintenu sa version, insistant sur le fait qu'elle avait une nouvelle amie dans les bois, qui était grande, poilue et très très gentille. Et il y avait cette histoire de gland avec son impossible petite couronne, posée sur notre table comme la preuve de quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer. Après avoir couché Lily ce soir-là, Marcus et moi avons eu une discussion sérieuse dans le salon. Le feu s'était consumé en braise, projetant des ombres vacillantes sur les murs, et la vieille maison craquait et se tassait autour de nous comme chaque nuit. Mais ce soir, ces bruits familiers semblaient menaçants, et je me suis surprise à jeter plus d'un regard vers les fenêtres. « D'après toi, qu'est-ce qu'elle a vraiment vu ?» demanda Marcus, la voix basse pour ne pas être entendue à l'étage. Il tournait le gland entre ses mains, examinant la couronne d'herbes tressées avec l'attention minutieuse qu'il réservait habituellement aux plans d'architecture. « Probablement rien, dis-je en essayant d'être rationnel. Tu sais comment est Lily. Elle a une imagination incroyable. Tu te souviens quand elle était convaincue qu'il y avait des fées dans le jardin? On a passé des semaines à entendre parler de conversations détaillées avec elle. Elle leur a donné des noms, des personnalités et des histoires de famille. Mais là, ça semble différent, a objecté Marcus. Il a brandi le gland. Ça, c'est réel. Quelque chose a fait ça. Et elle est très précise dans les détails. Et elle a dit que ça s'était produit plusieurs fois, toujours au même endroit, près de ce vieux chêne. J'ai soupiré, me frottant le visage à deux mains. La fatigue de la semaine me rattrapait, mais plus que ça, je sentais un malaise rampant que je n'arrivais pas à identifier. Demain, c'est vendredi, ai-je finalement dit. Je n'ai pas de cours l'après-midi. Je rentrerai tôt et je la surveillerai pendant qu'elle joue dehors. S'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un autour de notre propriété, je le découvrirai. Marcus hocha lentement la tête. Et s'il y a quelque chose, on fait quoi? Je ne sais pas, ai-je admis. Honnêtement, je ne sais pas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser au gland, à la couronne d'herbes tressées, à l'impossibilité de ce que Lily avait décrit. Je me disais qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Peut-être une personne sans abri vivant dans les bois, quelqu'un de doux qui s'était lié d'amitié avec notre fille. Ça arrivait parfois dans les zones rurales. Ou peut-être une sorte de canular élaboré par des adolescents du coin. Mais aucune de ces explications ne me semblait juste. Quelque chose dans toute cette situation me donnait la chair de poule. Le lendemain, j'ai quitté le lycée juste après mon dernier cours du matin, prétextant un rendez-vous familial. Je suis rentré vers midi et je me suis installé sur la terrasse arrière avec mon ordinateur portable, positionné de manière à avoir une vue dégagée sur tout le jardin et la lisière de la forêt au-delà. La journée était magnifique, un de ces jours d'automne parfaits où les feuilles sont à leur apogée de couleurs et l'air est vif et pur. En toute autre circonstance, j'en aurais profité. Lily est rentrée avec le bus scolaire à 15h30, son sac à dos rebondissant alors qu'elle remontait l'allée en courant. Elle était excitée de me voir à la maison plus tôt, et encore plus quand je lui ai dit qu'elle pouvait jouer dehors jusqu'au dîner. Elle est sortie vers 16h, après avoir troqué ses vêtements d'école pour un jean et un pull violet, qui était son préféré du moment. Pendant environ 1 heure, elle a joué normalement, se balançant sur le pneu que Marcus avait accroché au vieux cérable, dessinant à la craie sur la terrasse, arrangeant ses poupées en cercle pour ce qu'elle a annoncé être une réunion très importante. Je travaillais à corriger des copies, mais je la surveillais constamment, levant les yeux toutes les quelques secondes. Puis vers 17h, quelque chose a changé. Lily s'est soudainement figée au milieu de sa réunion de poupées. Elle s'est tournée vers la forêt, tout son corps devenant immobile d'une manière totalement inhabituelle pour mon enfant constamment en mouvement. Elle a penché la tête comme si elle écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis, elle a souri,
ce grand sourire sincère qu'elle fait quand elle est vraiment heureuse, et a fait un signe de la main aux arbres. Mon sang s'est glacé, j'ai refermé mon ordinateur portable d'un coup sec et je me suis levé, mes copies s'éparpillant sur la terrasse alors que je me précipitais vers la balustrade. J'ai scruté la lisière de la forêt, mon cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Au début, je n'ai rien vu. Juste des ombres, des écorces et le sous-bois épais de fougères et de lauriers des montagnes qui poussaient entre les vieux feuillus. La lumière du soir filtrait à travers les feuilles, créant des motifs d'or et de vert qui changeaient à chaque brise. Lily, ai-je appelé, essayant de garder une voix désinvolte, sans succès. « Tu fais signe à qui, ma chérie ?»« À mon amie !» a-t-elle crié en retour joyeusement, se tournant pour me regarder avec ce sourire innocent. Elle est venue me voir. « Regarde, maman, elle est juste là. » Elle a pointé une zone à environ 12 mètres dans la forêt où un énorme chêne ancien projetait une ombre profonde. C'était l'arbre marqué par la foudre qu'elle avait mentionné, un géant qui devait pousser avant la guerre d'indépendance. Son tronc fendu et noirci d'un côté, mais toujours vivant et florissant. J'ai descendu les marches de la terrasse, mes yeux scrutant attentivement cet endroit. Les ombres y étaient profondes, la canopée au-dessus bloquant la majeure partie de la lumière déclinante du jour. Mais alors que je fixais, que je laissais mes yeux s'adapter, je l'ai vu. Juste une seconde, mais je l'ai bien vu. Quelque chose de grand, de très grand, se tenait derrière cet arbre. Il était difficile de distinguer les détails dans l'ombre profonde, mais je pouvais voir une forme qui n'était certainement pas un tronc d'arbre ou une ombre naturelle. C'était grand, peut-être 2,10 mètres ou 2,40 mètres, et large d'épaules. Et ça semblait nous observer. Je pouvais sentir son attention comme un poids physique, comme des yeux sur ma peau. Mon cœur s'est mis à battre plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de ma vie. « Lily, viens ici près de maman, tout de suite. » Mais maman, je veux lui montrer mes poupées. Elle aime quand je lui montre mes affaires. Hier, je lui ai montré ma collection de pierres et elle a fait ce bruit content. « Lily Marie Torres, viens ici maintenant. » J'ai utilisé ma voix de mère, celle qui n'admet aucune discussion, celle que je réserve aux véritables urgences. Lily l'a entendu dans mon ton et son visage s'est décomposé. Elle a ramassé ses poupées avec un soupir théâtral et s'est dirigée vers moi, ses petits pieds traînant dans l'herbe. Je n'ai pas quitté des yeux cette ombre sous l'arbre. La forme n'a pas bougé, mais je pouvais la sentir nous observer. Il y avait une intelligence dans cette observation, une patience qu'aucun animal ordinaire n'aurait eue. Les ours auraient fui ou se seraient approchés. Cette chose se contentait de regarder. « Pourquoi tu es méchante, maman ?» a demandé Lily, en atteignant la terrasse et en croisant ses petits bras. « Elle veut juste être mon amie, elle est gentille. »« Rentrons un moment, » dis-je en posant ma main sur son épaule et en la guidant doucement mais fermement vers la porte. Il commence à faire froid dehors. Il ne fait pas froid. Et maintenant, mon ami va penser que je suis parti parce que je ne l'aime pas. La voix de Lily avait cette qualité tremblante qu'elle prenait quand elle était vraiment contrariée. « Tu vas lui faire de la peine, maman. » À l'intérieur de la maison, j'ai verrouillé la porte derrière nous, chose que je faisais rarement avant la nuit. Puis, je suis allé directement à la fenêtre du salon, me tenant derrière le rideau, d'où je pouvais voir sans être facilement vu. Lily s'est affalée sur le canapé, clairement frustrée par son jeu interrompu. Elle a serré une de ses poupées contre sa poitrine et a fait la moue. J'ai observé cette lisière de forêt pendant 5 bonnes minutes. Les ombres s'approfondissaient à mesure que le soleil descendait, et puis j'ai vu un mouvement. La grande forme s'est écartée de l'arbre, et pendant un bref instant avant de disparaître plus profondément dans la forêt, je l'ai vu clairement dans une parcelle de lumière dorée qui traversait la canopée. C'était un bipède, marchant sur 2 jambes, avec un mouvement fluide, presque gracieux, qu'aucun ours ne pourrait jamais atteindre. C'était massif, facilement 2,30 mètres ou 2,40 mètres de haut, avec de larges épaules et de longs bras qui se balançaient légèrement en se déplaçant.
et c'était couvert de poils sombres de la tête aux pieds. Pas de la fourrure à proprement parler, mais des poils, comme les cheveux d'un humain qui aurait poussé sur tout son corps. La couleur était un brun foncé, presque noir dans l'ombre, mais attrapant des reflets roux là où la lumière le touchait. Je l'ai regardé s'enfoncer dans la forêt jusqu'à ce que le sous-bois l'avale complètement. Puis, je suis resté là, ma main pressée contre la vitre, mon esprit en ébullition. Mon cerveau rationnel a essayé de trouver des explications. Une personne en costume, un ours marchant bizarrement sur ses pattes arrière, un jeu de lumière et d'ombre faisant paraître une chose normale anormale. Mais je savais. Au fond de moi, dans une partie de moi qui existait avant la pensée rationnelle, je savais ce que j'avais vu. Ma fille de 7 ans avait joué avec un Bigfoot. J'ai passé le reste de ce vendredi dans un état second. J'ai préparé le dîner, aidé Lily avec ses devoirs, lui ai donné son bain et lui ai lu une histoire pour s'endormir, tout ça machinalement, mais mon esprit était ailleurs. Quand Marcus est rentré vers 20h, après un rendez-vous client à Charleston, je l'ai entraîné dans la cuisine et je lui ai tout raconté. Il ne m'a pas cru au début. Bien sûr que non, je ne me serais pas cru non plus. « Rebecca », a-t-il dit doucement, de ce ton patient qu'il utilise quand il pense que je suis irrationnel. « Tu as probablement vu un ours debout. Ils font ça parfois, ou une ombre. La lumière joue des tours dans la forêt, surtout au crépuscule. » J'ai vu ce que j'ai vu, ai-je insisté. Je ne suis pas folle, Marcus, et je n'imagine pas des choses. Il y a quelque chose là dehors, quelque chose de grand, quelque chose qui observe notre fille. Il est resté silencieux un long moment, puis il a dit « D'accord, disons que tu as raison. Disons qu'il y a une sorte de créature là dehors. Qu'est-ce qu'on fait ?» Je ne sais pas, ai-je admis. Elle ne lui a pas fait de mal. Elle dit qu'elle est amicale. Elle lui a donné ce gland, tu te souviens? Marcus s'est frotté le visage à 2 mains, un geste que je reconnaissais comme sa façon de traiter des informations qu'il trouvait difficiles. On ne peut pas la laisser continuer à jouer avec un truc inconnu dans la forêt. C'est de la folie. Je sais, mais je ne veux pas non plus lui faire peur ou lui donner l'impression qu'elle a fait quelque chose de mal. Elle était si heureuse en parlant de sa nouvelle amie. Et quoi que ce soit, ça a l'air d'être doux. Ça aurait pu l'approcher à tout moment. Mais ça a gardé ses distances. Ça observe de loin. On devrait peut-être installer des caméras, a suggéré Marcus. Obtenir des preuves. S'il y a vraiment quelque chose, on devrait le documenter. Et après, le montrer à qui? Pense à ce qui se passerait si on disait aux gens qu'on a un Bigfoot sur notre propriété. Soit ils nous prendraient pour des fous, soit ils viendraient ici en masse. Des chasseurs, des chercheurs, des amateurs de sensations fortes, les médias. Nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Alors quoi? On ignore la situation? Non. On surveille, on observe, on s'assure que Lily est en sécurité. Mais on ne fait rien de précipité tant qu'on n'a pas compris à quoi on a affaire. Cette nuit-là, après que Marcus soit allé se coucher, je suis restée assise dans le salon, toutes lumières éteintes, à observer la lisière de la forêt éclairée par la lune à travers la fenêtre. La lune était presque pleine, projetant une lumière argentée sur la prairie et transformant la forêt en un mur d'ombre noire. Je suis restée assise là pendant des heures, à regarder, à attendre. Vers 2 heures du matin, j'ai vu un mouvement au bord des arbres. C'était elle, la créature. Elle se tenait à l'extrême lisière de la forêt, à peine visible au clair de lune, et elle regardait notre maison. Elle regardait la fenêtre de la chambre de Lily, au 1er étage. Je pouvais voir le clair de lune se refléter dans ses yeux. Elle est restée là peut-être 10 minutes, à observer. Puis, elle s'est retournée et a disparu dans l'obscurité. Elle veillait sur Lily, s'assurait que l'enfant était en sécurité. Cette prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup. Cette créature, quelle qu'elle soit, avait formé un attachement à ma fille. Elle veillait sur elle, la protégeait, peut-être, à sa manière. Je ne savais pas si je devais être terrifié ou ému.
Au cours des jours suivants, j'ai commencé une étude minutieuse de notre mystérieuse visiteuse. J'ai dit à Lily qu'elle pouvait continuer à jouer dehors, mais qu'elle devait rester plus près de la maison qu'avant. Elle a protesté au début, mais je lui ai expliqué que je voulais juste pouvoir la voir à tout moment. Lily, étant l'enfant de bonne composition qu'elle était, a fini par accepter. Je regardais depuis la terrasse chaque après-midi quand elle jouait. Et sans faute, vers la même heure, la créature apparaissait à la lisière de la forêt. Elle ne venait jamais complètement à découvert. Elle restait dans l'ombre, parmi les arbres, à observer. Mais elle était là, chaque jour. J'ai commencé à remarquer des schémas dans son comportement. Elle apparaissait quand Lily était heureuse, quand l'enfant riait et jouait, comme si le son l'attirait. Quand Lily était calme ou triste, elle restait cachée plus profondément dans la forêt. Et quand Lily laissait quelque chose au bord du jardin, un dessin, une fleur qu'elle avait cueillie, une jolie pierre, l'objet avait disparu le lendemain matin. À sa place, il y avait un cadeau. D'autres glands avec des couronnes d'herbe, des plumes disposées en motifs. Une fois, un nid d'oiseau abandonné et vide, mais si parfaitement construit qu'on aurait dit une œuvre d'art. Lily était ravie de ces échanges. Elle a commencé à laisser des cadeaux délibérés. Ses dessins, faits spécialement pour son amie de la forêt, des fleurs sauvages qu'elle cueillait dans la prairie. Une fois, un biscuit qu'elle avait gardé de son déjeuner à l'école. Elle a mangé le biscuit, a rapporté Lily avec enthousiasme le lendemain matin. Je l'ai vu parce qu'il y avait des miettes. Je me suis surprise à sourire malgré mes inquiétudes persistantes. Quelle que soit cette créature, elle avait clairement une nature douce. Elle ne chassait pas Lily, n'essayait pas de l'attirer au loin. Elle se contentait de regarder, d'interagir de cette manière prudente et distante, comme un enfant timide qui veut se faire des amis, mais a peur de s'approcher. Après une semaine d'observation, j'ai décidé de tenter quelque chose. Lily était à l'école, et Marcus était dans son bureau à la maison, travaillant sur un projet. Je suis sorti seul dans le jardin, me déplaçant lentement et délibérément. Je suis allé à l'endroit où Lily laissait habituellement ses cadeaux, et je suis resté là, regardant vers la forêt. « Je sais que vous êtes là, dis-je doucement. Je vous vois observer, et je veux que vous sachiez que je n'ai pas peur. Ma fille dit que vous êtes gentille, et je la crois. » Rien n'a bougé. La forêt était silencieuse, à l'exception des bruits normaux des oiseaux et du vent dans les feuilles. Mais je savais qu'elle écoutait. Je pouvais le sentir. « Je veux juste comprendre, » ai-je continué. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous à ma fille? Si vous ne lui voulez aucun mal, alors je n'essaierai pas de vous chasser, mais j'ai besoin de savoir qu'elle est en sécurité. » J'ai attendu. Pendant un long moment, rien ne s'est passé. Puis, très lentement, une forme a émergé de derrière un grand arbre. Elle n'est pas venue à découvert, mais elle m'a laissé la voir plus clairement que jamais auparavant. Elle était énorme. Même à 15 mètres de distance, je pouvais dire qu'elle mesurait plus de 2,10 mètres. Son corps était couvert de poils bruns foncés qui semblaient épais et rêches, du genre à protéger des éléments. Son visage était partiellement visible, et j'ai été frappé par son apparence humaine. Pas exactement humaine, mais expressive. Je pouvais voir des yeux qui me regardaient avec intelligence et prudence, un nez plat mais défini, une bouche qui semblait capable d'expression. Elle a levé une main massive et l'a tenue en l'air, paume vers l'extérieur. Un geste de paix, de salutation. J'ai levé ma propre main en réponse. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés à travers cette distance. Deux mères, ai-je réalisé, deux êtres qui essayaient simplement de se comprendre. Elle avait observé ma fille, non pas avec une intention prédatrice, mais avec curiosité, peut-être même avec bienveillance. Puis elle a émis un son. C'était grave et profond, presque subsonique, un grondement que j'ai senti dans ma poitrine autant que je l'ai entendu. Il n'y avait pas de mots, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai compris l'émotion derrière. C'était une salutation, une reconnaissance, une expression d'intention pacifique. J'ai hoché lentement la tête. « D'accord, dis-je doucement. D'accord.
Elle a hoché la tête en retour, un geste très humain. Puis, elle s'est retournée et s'est fondue à nouveau dans la forêt. Je suis resté là longtemps après son départ, le cœur battant mais ma peur presque disparue. Quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, j'étais de plus en plus convaincu qu'elle ne voulait aucun mal à ma famille. Elle était simplement une créature de la forêt qui avait trouvé quelque chose de fascinant dans la petite enfant humaine qui jouait au bord de son domaine. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Marcus. Il a écouté en silence, son expression passant du scepticisme à l'émerveillement à mesure que je décrivais la rencontre. « Tu as vraiment communiqué avec ?» a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je ne dirais pas communiquer exactement, mais il y a eu une compréhension. Je pouvais le sentir. Elle savait ce que je demandais et elle a répondu à sa manière. C'est incroyable, Rebecca. Tu réalises ce que ça signifie? Si ces créatures sont réelles, si elles sont intelligentes, je sais ce que ça signifie et je sais ce qui arriverait si le monde l'apprenait. Notre vie tranquille ici serait terminée. Et plus important encore, je ne pense pas qu'elle y survivrait. Les gens viendraient la chasser. Les chercheurs voudraient la capturer et l'étudier. Elle m'a fait confiance aujourd'hui, Marcus. Elle s'est montrée à moi parce que je suis la mère de Lily. Je ne peux pas trahir cette confiance. Marcus est resté silencieux un long moment. Puis, il a hoché lentement la tête. « Tu as raison. Quoi qu'il arrive, ça reste entre nous. Au moins, jusqu'à ce qu'on en sache plus. » Les semaines suivantes furent parmi les plus étranges et les plus merveilleuses de ma vie. Avec mon approbation tacite, les interactions de Lily avec son amie de la forêt devinrent plus élaborées. La créature, que Lily insistait pour appeler Flora, parce qu'elle apportait toujours des fleurs et des feuilles en cadeau, commença à apparaître de plus en plus près du bord des arbres. Elle n'est jamais entrée dans le jardin, mais elle se tenait juste à la lisière, visible dans l'ombre, et regardait Lily jouer. Lily lui racontait des histoires. Elle s'asseyait face à la forêt et parlait de sa journée à l'école, de ses professeurs et de ses camarades, des livres qu'elle lisait et des rêves qu'elle faisait la nuit. La créature écoutait, immobile et attentive, émettant occasionnellement des sons doux qui semblaient être des réponses. Flora dit qu'elle aime les histoires d'animaux, a rapporté Lily un soir. Elle fait un bruit content quand je lui parle des lapins et des cerfs. « Comment sais-tu que c'est un bruit content ?» ai-je demandé. « Parce que c'est différent des autres bruits. Elle a plein de bruits différents pour différentes choses. Le bruit content est un peu aigu et doux, le bruit curieux est plus grave. Et quand elle est triste, elle fait un bruit grave, comme le vent dans les arbres. Elle est triste parfois. Parfois. Quand je lui dis que je dois rentrer, elle fait le bruit triste. Je pense qu'elle est seule, maman. Je pense qu'elle n'a personne à qui parler à part moi. » Cette observation m'a profondément touché. J'ai pensé à cette énorme créature, vivant seule dans la vaste forêt, observant depuis l'ombre. Depuis combien de temps était-elle là? Depuis combien de temps était-elle seule? Était-il possible qu'elle ait recherché Lily précisément parce qu'elle était seule, parce qu'elle aspirait à un lien comme tout être intelligent pourrait le faire? Le lendemain, j'ai tenté ma propre approche. Pendant que Lily était à l'école, je suis allé à la lisière de la forêt avec un panier de pommes de nos arbres. Je les ai posées au bord de la forêt et j'ai reculé. « C'est pour vous, » dis-je à voix haute. « Je sais que vous m'entendez. Je voulais que vous sachiez que vous êtes la bienvenue ici. Tant que vous ne ferez pas de mal à ma famille, vous serez toujours la bienvenue. » J'ai attendu. Après quelques minutes, j'ai vu un mouvement dans l'ombre profonde. Elle était là à regarder, mais elle ne s'est pas approchée tant que j'étais présente. Je suis rentré et j'ai observé depuis la fenêtre. Environ 1 heure plus tard, quand elle a dû être certaine que je ne ressortirais pas, elle a émergé de la forêt. Elle s'est approchée du panier de pommes, en a pris une et l'a examinée avec ce que je ne peux décrire que comme de l'émerveillement. Puis,
Elle a mordu dedans, et je jurerais avoir vu du plaisir dans son expression. Elle a pris le reste des pommes et a disparu dans les arbres. Mais cette nuit-là, j'ai trouvé quelque chose sur la terrasse arrière. Une collection des plus belles feuilles d'automne que j'ai jamais vues, disposées en un cercle parfait, avec une seule feuille d'érable rouge parfaite au centre. C'était un cadeau, un remerciement. Elle communiquait avec moi de la seule manière qu'elle connaissait. Au cours des jours suivants, nous avons développé une sorte de routine. Je lui laissais de la nourriture, des fruits, des noix ou parfois du pain, et elle laissait des cadeaux en retour. Des plumes, des pierres, des morceaux d'écorce intéressants, une fois une carapace de tortue si parfaitement conservée qu'on aurait dit qu'elle avait été polie. Chaque cadeau était soigneusement choisi, délibérément placé. Il y avait une intelligence derrière chaque choix. Marcus, malgré son scepticisme initial, est devenu fasciné. Il a commencé à la dessiner d'après mes descriptions et les brefs aperçus que nous en avions à la lisière de la forêt. Ces dessins montraient une créature qui n'était ni humaine ni singe, mais quelque chose entre les deux, quelque chose d'unique. Il a passé des heures à faire des recherches, à lire sur les observations de Bigfoot dans les Appalaches, sur des créatures similaires signalées dans le monde entier. Il y a une constante, a-t-il dit un soir, étalant ses recherches sur la table de la cuisine. Des observations sont signalées dans ces montagnes depuis des siècles. Les peuples autochtones avaient des noms pour des créatures comme celle-ci. Ils les appelaient le peuple de la forêt. Ils étaient considérés comme les gardiens des lieux sauvages. Les gardiens, ai-je répété doucement, j'aime bien ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que presque tous les récits les décrivent comme timides, insaisissables et non agressifs. Il y a très peu de rapports indiquant qu'ils aient jamais fait de mal à des humains. C'est comme s'ils évitaient activement le contact. Mais elle n'a pas évité le contact avec Lily. Non, mais Lily est une enfant. C'est peut-être différent. Les enfants sont moins menaçants, plus ouverts d'esprit. Ils n'ont pas le même bagage que les adultes. C'était une théorie convaincante, et elle avait du sens. Lily n'avait aucun préjugé sur ce qui était possible ou impossible. Quand elle a vu une grande dame poilue dans la forêt, elle ne l'a pas remis en question. Elle l'a simplement accepté et a répondu avec l'ouverture de cœur que les enfants possèdent naturellement. Alors qu'octobre avançait, les interactions devinrent encore plus remarquables. Flora, comme nous avions tous commencé à l'appeler, se mit à émettre des sons qui ressemblaient presque à un langage. Ce n'étaient pas des mots au sens où je pouvais les comprendre, mais il y avait une structure, des motifs qui se répétaient, des inflexions qui changeaient de sens. Lily semblait la comprendre mieux que Marcus ou moi. « Elle me parle de la forêt », a expliqué Lily un après-midi. Elle dit qu'il y a des endroits spéciaux au fond des bois où les arbres sont si vieux qu'ils se souviennent des choses. Et il y a une rivière très loin où elle aime boire parce que l'eau a le goût du soleil. « Elle a dit tout ça ?» demanda Marcus, stupéfait. « Pas avec des mots, papa, avec des sentiments. Je peux sentir ce qu'elle veut dire quand elle fait ses sons. » C'était difficile à contredire. D'une manière ou d'une autre, ma fille de 7 ans avait développé une forme de communication avec une créature que nous ne pouvions même pas classer. Elles avaient construit un pont entre les espèces en utilisant quelque chose de plus profond que le langage, l'émotion peut-être, ou l'instinct, ou quelque chose pour lequel nous n'avions pas de nom. L'interaction la plus remarquable s'est produite par un après-midi froid de fin octobre. Lily jouait près de la lisière de la forêt, construisant quelque chose avec des bâtons et des feuilles, tandis que Flora observait depuis son poste habituel dans l'ombre. J'étais sur la terrasse, faisant semblant de lire, mais les observant en réalité toutes les deux. Soudain, Flora est sortie de la forêt. Elle s'est déplacée lentement, prudemment, comme si elle avait peur d'effrayer Lily. Mais elle est venue complètement à découvert pour la première fois, se tenant dans notre jardin, sa forme massive, baignée par la lumière du soleil d'automne. Je me suis levé, le cœur battant, prêt à courir vers Lily si quelque chose tournait mal. Mais Lily a juste souri et a continué à travailler sur sa construction.
Flora a observé un moment, puis elle s'est penchée et a ramassé un bâton. Elle l'a examiné attentivement, et puis, se déplaçant avec une délicatesse surprenante pour quelque chose d'aussi grand, elle a ajouté le bâton à la structure de Lily. Lily a ri de plaisir. « C'est un bon endroit pour ça? Merci. » Pendant l'heure qui a suivi, elles ont construit ensemble une immense créature couverte de poils et une minuscule enfant humaine, travaillant côte à côte, créant quelque chose à partir de débris de la forêt. Elles communiquaient d'une manière que je ne pouvais pas entièrement suivre. Lily bavardant joyeusement et Flora émettant ses divers sons, faisant parfois des gestes avec ses énormes mains. J'ai regardé, les larmes coulant sur mon visage. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau ou d'aussi improbable de ma vie. Quand il a été temps pour Lily de rentrer pour le dîner, Flora a fait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle a mis sa main sur sa poitrine, puis l'a tendue vers Lily, paume vers le haut. C'était un geste d'une signification émotionnelle si claire qu'il était impossible de se méprendre sur son sens. Lily a répondu en mettant sa propre petite main sur son cœur et en la tendant vers Flora. « Pareil, ami, a-t-elle dit. Ami de cœur. » Flora a hoché la tête. Elle a émis un son doux et musical, presque comme un fredonnement. Puis elle s'est retournée et est retournée dans la forêt. Cette nuit-là, Lily a essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Elle disait au revoir pour aujourd'hui, a-t-elle dit, mais aussi qu'on est connectés maintenant, dans nos cœurs. Même quand on n'est pas ensemble, on est toujours amis. C'est ça que ça veut dire, amis de cœur. Elle te l'a dit avec ses sons. En quelque sorte, j'ai juste su ce qu'elle voulait dire. Elle le ressentait si fort que je pouvais le sentir aussi. Comme quand tu es triste et que je deviens triste, même si rien de mal ne m'est arrivé. C'était de l'empathie pure et simple. D'une manière ou d'une autre, ma fille et cette mystérieuse créature avaient formé un lien qui transcendait toutes les barrières entre elles. L'espèce, la langue, l'expérience, rien de tout cela n'avait d'importance. Elles s'étaient trouvées et avaient reconnu quelque chose de semblable. J'ai longtemps réfléchi à cela après que Lily se soit endormie, à ce que cela signifiait, à ce que cela disait sur la nature du lien, de l'amitié et de l'amour. C'étaient des choses que nous supposions généralement uniques aux humains, ou du moins à notre compréhension du monde. Mais voici la preuve qu'elle ne l'était pas. Voici la preuve que la capacité à une véritable connexion émotionnelle existait dans des endroits où nous n'avions jamais pensé à regarder. Novembre est arrivé, et avec lui, les premières touches de l'hiver. Les arbres ont perdu leurs feuilles, laissant la forêt plus exposée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je craignais que Flora ne cesse de venir, qu'elle se retire plus profondément dans la nature sauvage où la couverture était meilleure. Mais elle a continué à apparaître chaque après-midi aussi fiable que le coucher du soleil. Elle semblait plus à l'aise maintenant, s'avançant plus à découvert, restant plus longtemps. Parfois, elle s'asseyait au bord de la forêt et regardait Lily jouer pendant des heures. D'autres fois, elle participait à n'importe quel jeu que Lily avait inventé, suivant des règles qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais s'engageant néanmoins. Par un après-midi froid, j'ai pris une décision. Pendant que Lily était à l'école, je suis allé à l'endroit où je laissais habituellement de la nourriture et j'ai attendu. Il a fallu près d'une heure, mais finalement Flora a émergé des arbres. Nous nous sommes tenus face à face, à environ 9 mètres de distance. Elle était encore plus impressionnante de près que je ne l'avais réalisé. Son visage avait une noblesse, une sagesse ancienne dans ses yeux sombres. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais décrire que comme une attente patiente. « Je voulais vous remercier, dis-je lentement, pour ce que vous avez donné à Lily. Vous l'avez rendue si heureuse. Et vous m'avez donné quelque chose dont je ne savais pas que je manquais. L'émerveillement, le sentiment que le monde est plus grand et plus magique que je ne le pensais. » Flora a penché la tête, écoutant. Je ne savais pas si elle comprenait mes mots, mais je croyais qu'elle comprenait mon ton, mon intention. « Vous êtes la bienvenue ici,
ai-je continué. Toujours. Vous n'avez pas à vous cacher. Tant que vous voudrez rendre visite à Lily, vous pourrez venir. Flora est restée immobile un long moment. Puis elle a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était grave et chaleureux, presque comme un ronronnement mais plus profond. Elle a levé la main et l'a placée sur sa poitrine, puis l'a tendue vers moi. Le même geste qu'elle avait fait avec Lily. J'ai répondu de la même manière. « Ami de cœur », dis-je. Elle a hoché la tête. Et pendant un instant, j'aurais juré l'avoir vue sourire. Les jours raccourcirent. Thanksgiving passa et la première neige poudra les montagnes. Malgré tout, Flora continua ses visites. Elle semblait apprécier le froid, ses poils épais lui fournissant une isolation naturelle contre des températures qui m'obligeaient à m'emmitoufler dans plusieurs couches de vêtements. Le 8e anniversaire de Lily était le 15 décembre. Nous avons eu une petite fête avec de la famille venue de loin, quelque chose que nous avions organisé depuis des semaines, mais dans les moments calmes, je voyais Lily regarder vers la forêt. « J'ai fait un cadeau à Flora », m'a-t-elle confié ce matin-là. « Tu m'aides à le lui donner ?» Nous sommes sortis ensemble après la fête, marchant vers la lisière de la forêt avec le cadeau de Lily. C'était un dessin qu'elle avait fait d'elles deux ensemble, colorié avec une attention minutieuse, dans toutes les bonnes teintes. Flora était représentée avec une précision qui m'a surprise, brun foncé, grande et aux yeux doux. Et à côté d'elle, lui tenant la main, se trouvait une petite silhouette aux cheveux bruns bouclés. Flora est venue quand elle nous a vus approcher. Elle semblait comprendre qu'aujourd'hui était un jour spécial. Quand Lily a brandi le dessin, elle a émis un son d'émerveillement. Elle s'est penchée et l'a pris avec un tel soin qu'on aurait dit qu'il était en verre plutôt qu'en papier. « C'est nous », a expliqué Lily, « parce qu'on est des amis de cœur. Maintenant, tu pourras le regarder et te souvenir de moi quand je ne serai pas là. » Flora a étudié le dessin pendant un long moment. Puis elle a regardé Lily avec une expression d'une affection si pure que mon cœur s'est serré. Elle a refait son geste de connexion, la main sur le cœur, étendue. Mais elle a fait autre chose aussi. Elle a fouillé dans le pli de peau en forme de poche sur sa hanche, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, et en a sorti un objet. C'était une pierre, mais pas n'importe laquelle. C'était un ovale parfait, poli par l'eau, et traversé de veines de cristal qui captaient la pâle lumière d'hiver et la dispersaient en arcs-en-ciel. Elle l'a tendu à Lily. Un cadeau d'anniversaire, un échange pour le dessin. Lily l'a pris avec des mains respectueuses. « C'est tellement beau », a-t-elle murmuré. « Merci Flora, merci beaucoup. » Flora a de nouveau émis son son chaleureux. Puis elle a touché les cheveux de Lily avec une douceur qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand. C'était une caresse, une bénédiction. « Je t'aime aussi », a dit Lily. Et je savais qu'elle avait raison. Quelle que soit la forme étrange que cela prenait, quelles que soient les barrières de la biologie et de l'expérience qui se dressaient entre elles, il y avait de l'amour entre cette créature et ma fille. Un amour réel et sincère. L'hiver s'est installé. La neige est tombée pour de bon, recouvrant notre propriété et la forêt environnante de blanc. Les visites de Flora ont continué, bien qu'elles soient devenues plus courtes. Elle apparaissait brièvement, saluait, échangeait des gestes avec Lily, puis se retirait dans l'abri qu'elle avait trouvé contre le froid. Et puis, un jour de fin décembre, elle a cessé de venir. Le premier jour, Lily n'était pas inquiète. Flora sautait parfois des jours quand le temps était très mauvais. Mais quand 2 jours passèrent, puis 3, puis une semaine, Lily commença à s'inquiéter. « Où est-elle, maman ? Pourquoi ne vient-elle pas ? » « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être que la neige est trop profonde pour qu'elle se déplace. Peut-être qu'elle a trouvé un endroit chaud où rester et ne veut pas le quitter. Mais elle vient toujours. Elle a promis. Les amis de cœur ne s'oublient pas. » Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait, mais je n'avais pas de réponse. La forêt était silencieuse et vide, aucun signe de Flora à la lisière.
C'était comme si elle n'avait jamais existé. Après 2 semaines sans contact, j'ai décidé d'enquêter. Il y avait eu une certaine activité dans la forêt, avant les fortes chutes de neige, des camions que j'avais entendus sur l'ancienne route forestière qui longeait l'arrière de notre propriété. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque, mais maintenant, je me posais des questions. Je me suis emmitouflé contre le froid et je me suis aventuré dans la forêt, suivant le chemin que je savais que Flora prenait habituellement. La neige était profonde, mais pas infranchissable, et j'ai suivi des traces de ce qui aurait pu être d'anciennes pistes, maintenant principalement comblées et indistinctes. À environ 400 mètres de notre maison, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Il y avait des empreintes, pas les siennes, mais humaines. Des empreintes de bottes de plusieurs paires, menant de plus profond dans la forêt vers la route forestière. Et il y avait des traces de pneus fraîches sur la route, larges comme celles d'un gros camion. Mon esprit s'est emballé. Des chasseurs, des chercheurs, ou juste des gens au hasard dans les bois. Puis j'ai vu quelque chose qui a répondu à ma question. Accroché à un arbuste bas se trouvait un petit morceau de tissu. C'était orange, orange chasseur. Et par terre, à proximité, à moitié enfouie dans la neige, se trouvait une douille de fusil vide. Mon estomac s'est noué. Quelqu'un avait chassé sur notre propriété, et d'après le timing, probablement dans les jours, juste avant que Flora ne cesse d'apparaître. J'ai couru jusqu'à la maison, le cœur battant. J'ai trouvé Marcus dans son bureau. Il y avait des chasseurs, dis-je à bout de souffle, dans la forêt derrière notre propriété. J'ai trouvé des douilles, des empreintes. Marcus, je pense qu'ils l'ont peut-être vu. Son visage a pâli. Tu penses qu'ils lui ont fait du mal? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de sang, aucun signe de lutte, mais elle a clairement senti leur présence et s'est cachée. Ou pire. Je n'ai pas terminé la phrase. Je n'en avais pas besoin. Nous pensions tous les deux à la même chose terrible. Lily est entrée dans la cuisine, toujours en pyjama, les yeux rouges d'avoir pleuré. Est-ce qu'elle va revenir, maman? Est-ce que Flora va revenir? Je l'ai prise dans mes bras, la serrant fort. Je ne sais pas, mon bébé, mais je l'espère. Les jours passèrent, sans aucun signe d'elle. Lily vérifiait constamment la fenêtre, courait dehors toutes les quelques heures pour regarder vers la forêt, appelait Flora même quand nous lui disions que ça ne servirait à rien. Elle laissait des cadeaux à la lisière chaque jour, les pommes et le pain se faisant ensevelir sous les chutes de neige successives. Le soir du Nouvel An, alors que nous essayions de célébrer malgré la lourdeur dans nos cœurs, Lily m'a posé une question. « Maman, si Flora ne peut plus venir, est-ce que je peux aller la chercher? Juste un petit peu dans la forêt ?»« Non, ma chérie, dis-je doucement mais fermement. La forêt est trop grande et trop dangereuse en hiver. Tu pourrais te perdre ou te blesser. Mais si elle est blessée et a besoin d'aide, si elle attend qu'on la trouve ?» La question m'a brisé le cœur, parce que j'avais pensé exactement la même chose. Le lendemain, après avoir vu Lily monter dans le bus scolaire, j'ai pris une décision. J'ai enfilé mes vêtements les plus chauds, j'ai rempli un sac à dos d'eau, de collation et d'une trousse de premiers secours, et je me suis dirigé vers la forêt. J'ai cherché pendant des heures. J'ai suivi des pistes d'animaux, vérifié des zones de sous-bois denses, regardé dans des formations rocheuses et des arbres tombés qui pourraient servir d'abri. Je n'ai rien trouvé. Aucun signe d'elle. Aucune preuve de l'endroit où elle aurait pu aller. Mais alors, juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner et de faire demi-tour, j'ai entendu quelque chose, ce son profond et résonnant qui était devenu si familier au cours des derniers mois. Il venait de plus loin, plus profondément dans la forêt où je n'étais jamais allé auparavant. J'ai suivi le son, le cœur battant la chamade. La neige était plus profonde ici, les arbres plus vieux et plus massifs. C'était comme entrer dans une cathédrale, un espace sacré. Et puis, je l'ai vue,
Elle se tenait dans une petite clairière, à peut-être 2,5 km de notre propriété. Et elle n'était pas seule. Il y avait une autre créature à côté d'elle, légèrement plus grande avec des poils bruns clairs. Et accroché à la jambe de cette deuxième créature se trouvait quelque chose de petit. Mon souffle s'est coupé en réalisant ce que je voyais. Un enfant, un bébé Bigfoot, pas plus grand que Lily, avec une fourrure plus douce et plus duveteuse, et d'immenses yeux qui découvraient le monde avec une curiosité enfantine. Flora m'a vu et s'est raidie. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Je comprenais maintenant pourquoi elle avait cessé de venir. Elle avait une famille, un compagnon et un enfant. Elle devait les protéger, et avec des chasseurs dans la région, elle ne pouvait pas risquer d'attirer l'attention humaine là où ils se cachaient. Lentement, prudemment, j'ai posé mon sac à dos par terre. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour prendre des photos, mais pour montrer quelque chose. J'avais une photo de Lily prise quelques semaines plus tôt, tenant la pierre de cristal que Flora lui avait donnée. J'ai brandi le téléphone, l'écran tourné vers eux. « Tu lui manques, » dis-je doucement. « Mais je comprends. Tu dois protéger ta famille. C'est ce que font les parents. » Flora a fait un pas en avant, regardant l'image. Puis elle a fait ce geste, la main sur la poitrine, la tête légèrement inclinée. Le même geste d'adieu qu'elle avait fait à Lily. « Amie de cœur, » dis-je, ma voix se brisant légèrement. « Elle ne t'oubliera jamais. » La créature mâle a émis un son doux et le bébé, qui avait tout regardé avec fascination, a imité le geste de Flora, plaçant sa petite main sur sa petite poitrine. C'était l'un des moments les plus beaux et les plus déchirants de ma vie. J'ai fait un dernier signe de la main, puis je me suis retourné et j'ai commencé la longue marche du retour. Je n'ai pas regardé en arrière. D'une certaine manière, il me semblait important de leur laisser ce moment, cette intimité. Ils m'avaient fait confiance en me montrant leur famille, et je n'abuserai pas de cette confiance. Quand je suis rentré, Marcus attendait, anxieux. J'étais parti depuis des heures et il avait été sur le point d'appeler les secours. « Elle va bien », dis-je, et elle a une famille, un compagnon et un petit. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, nous pleurions tous les deux. « Comment allons-nous le dire à Lily ?» a demandé Marcus. « La vérité, dis-je, que Flora venait nous voir parce qu'elle se sentait seule pendant la journée, pendant que sa famille se reposait. Qu'elle a trouvé de la joie dans l'amitié de Lily. Mais que maintenant, avec d'autres personnes dans la forêt, elle doit protéger sa famille. Et cela signifie rester plus profondément dans les endroits secrets où les humains ne vont pas. » Ce soir-là, nous nous sommes assis avec Lily et nous lui avons raconté d'une manière adaptée à une enfant de 8 ans. Elle a pleuré, bien sûr. Nous avons tous pleuré ensemble. Mais ensuite, elle a demandé quelque chose qui m'a surprise. « Est-ce qu'elle était heureuse quand tu l'as vue ?»« Oui, » dis-je honnêtement. Elle était avec sa famille. Elle avait l'air heureuse. « Alors ça va, » a dit Lily en essuyant ses larmes. « Parce que les amis veulent que les autres amis soient heureux, même s'ils ne peuvent plus jouer ensemble. » La sagesse des enfants est parfois extraordinaire. 3 semaines plus tard, Lily jouait dans le jardin quand elle est soudainement rentrée en courant, haletante. « Maman, papa, venez voir, vite !» Nous avons couru dehors, craignant le pire, mais espérant le meilleur. Lily pointait du doigt la lisière de la forêt. Là, soigneusement placés en rangée, se trouvaient 4 objets. Un grand gland avec une couronne d'herbe, une pierre de cristal qui correspondait à celle que Flora avait donnée à Lily, une baie d'hiver rouge vif, encore fraîche, et une petite pomme de pin parfaite et symétrique. Un pour chacun de nous, un pour Lily, un pour moi, un pour Marcus. Et la pomme de pin, réalisai-je, venait du bébé. Et dans la neige molle près d'eux se trouvaient 4 empreintes claires. Une empreinte d'adulte massive, une autre légèrement plus grande, une moyenne et une minuscule, pas plus grande que celle de Lily. Une famille entière était venue laisser des cadeaux d'adieu. « Ils sont venus dire au revoir correctement », a murmuré Lily, ramassant le gland avec respect. « Tous, toute la famille. »
Quant aux photos et aux notes que nous avions recueillies, Marcus et moi avons pris une décision finale. Nous avons tout mis dans une boîte ignifugée que nous avons enfermée dans notre coffre-fort. Non pas pour le partager avec le monde, mais pour le préserver pour Lily quand elle sera plus grande, pour qu'elle sache que ce n'était pas de l'imagination, pour qu'elle ait la preuve que c'était réel. Parce que certaines expériences sont trop précieuses pour être exposées. Certaines amitiés sont trop sacrées pour être exploitées. Et parfois, le plus grand cadeau que nous puissions offrir est la protection et l'intimité aux êtres qui nous ont fait confiance par leur présence. Lily parle encore de sa douce amie de la forêt. Elle garde les cadeaux dans une boîte spéciale dans sa chambre, la pierre de cristal, le gland et tous les autres trésors que Flora lui a donnés. Et parfois, quand elle joue dehors, elle fait un signe de la main à la forêt au cas où Flora regarderait. Je sais qu'elle portera ce souvenir pour le reste de sa vie. Le souvenir de ses 7 ans, où elle s'est liée d'amitié avec l'une des créatures les plus mystérieuses de la Terre, où elle a appris que la gentillesse transcende les espèces, que l'amitié ne nécessite pas un langage commun, et que parfois, les meilleurs amis sont ceux qui viennent des endroits les plus inattendus. Et parfois, par les matins calmes où la brume est encore basse sur la forêt, je regarde cette lisière et je me demande s'ils sont toujours là. Si le bébé grandit, s'ils se souviennent de la petite fille qui les a aimés sans peur, sans jugement, avec toute la pureté et l'innocence d'un cœur d'enfant. J'aime à penser que oui. J'aime à penser que quelque part, au fin fond de ces anciennes forêts des Appalaches, une immense et douce créature pense parfois à l'amie humaine qu'elle a eue et sourit. Et j'aime à penser qu'à travers la distance qui les sépare, 2 amis de cœur ressentent toujours leur connexion, savent toujours, de la manière dont de telles choses peuvent être connues, qu'elles se sont changées l'une l'autre pour toujours. Parce que c'est ce que fait la véritable amitié. Elle laisse une marque. Elle crée quelque chose de permanent dans l'espace entre 2 êtres, quelque chose que la distance, le temps et les barrières du monde physique ne peuvent effacer. Lily me l'a appris, et Flora me l'a appris. Et ensemble, elles m'ont fait un cadeau plus précieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Elles m'ont montré que le monde est plus grand, plus merveilleux et plus mystérieux que je ne l'avais jamais su. Elles m'ont montré que l'amour existe sous des formes que je n'avais jamais envisagées. Et elles m'ont montré que parfois, si l'on est très chanceux, très courageux et très ouvert, on peut trouver de la magie dans les endroits les plus inattendus, juste au bord de son propre jardin.